Bonjour, mesdames et messieurs, je suis très heureux d'être avec vous pendant 2 jours pour vous accompagner durant ce congrès avec un programme qui s'annonce très prometteur, vous l'avez entendu. Alors ce congrès, évidemment, c'est votre congrès et je vous invite, comme l'a fait Arnaud, eh bien, à réagir aux propos de nos intervenants, à leur poser des questions, à participer au temps d'échange. Vous avez aussi la possibilité, je vous y invite, de partager vos photos, vos impressions qui vont prendre place sur le mur interactif et qui viendront alimenter le livre d'or. Alors pour ça, rien de plus simple. Vous l'avez vu, il vous suffit de tweeter avec le hashtag SNEL 2022 ou bien de nous adresser un SMS au numéro suivant 07 49 12 69 29 07 49 12 69 29. Arnaud Patural vient de nous l'indiquer, cet après-midi va être rythmé par 3 conférences et une table ronde. Et je vous propose que l'on entre immédiatement dans la thématique de notre congrès, les transformations de l'école ici et ailleurs, avec un premier invité. Alors c'est un fin connaisseur évidemment des systèmes éducatifs. Il est mathématicien, il a présidé la conférence des directeurs d'IUFM, il a été recteur et aujourd'hui, il est professeur associé à l'université de Sherbrooke. Mesdames et messieurs, je vous prie de bien vouloir accueillir chaleureusement Alain Bouvier. Bonjour Alain Bouvier, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors je viens de citer quelques-unes de vos fonctions qui alimentent un riche CV. Ce CV bien rempli, il vous a permis de développer un regard expert, parfois, souvent critique, sur le système éducatif. Alors un système éducatif que vous avez étudié de très près, notamment depuis 2 ans et l'apparition dans nos vies de ce foutu virus. Et cela vous a donné l'occasion de publier aux éditions L'Harmattan un livre intitulé « Sur l'école à la française ». Voilà, le livre est là, vous pouvez le retrouver dans toutes les bonnes librairies. Alors on a envie de vous demander quels enseignements tirer de cette crise sanitaire, quelle latitude accorder à l'établissement, quelle responsabilisation des acteurs dans l'optique d'une meilleure efficacité, d'une plus grande résilience du système éducatif. Voilà, ce sont des interrogations qui seront évidemment au cœur de votre présentation qui, je le précise, sera suivie d'un échange avec la salle. Alain Bouvier, c'est à vous. Merci beaucoup. J'aime beaucoup ce type de rencontre. Dans ces rencontres, vous arrivez à croiser la présence de chercheurs, d'administrateurs au sens général du terme, et j'inclus bien entendu les chefs d'établissement dans les administrateurs. Et puis vous avez sans doute parmi vous des formateurs, des enseignants et d'autres catégories de personnes qui font la richesse d'une telle assistance. Et je suis sûr par avance, j'ai aucun doute là-dessus, que tout au long de ces 2 journées, il y aura une grande liberté de ton. Toutes les questions sont permises et vous allez tout de suite pouvoir commencer à le faire. Et je crois que c'est un peu une vraie journée scientifique du XXIe siècle. Celle des siècles précédents était d'un tout autre type, où il y avait d'un côté ceux qui savaient et qui s'exprimaient devant ceux qui étaient censés ne pas savoir et qui venaient écouter la bonne parole. Là, non, pas du tout. Vous êtes venus pour apprendre ensemble, échanger sur des pratiques, des difficultés et des réussites. Et c'est ce qu'on appelle souvent des formes de co-apprentissage. Et j'imagine que cette expression vous parle. Je m'adresse à des initiés. Alors pour ce propos qui m'a été demandé, je suis parti d'une dialectique entre autonomie et responsabilité. Parce que pour moi, autonomie, c'est un peu un mot valise.
il est abondamment employé, qui ne l'emploie pas, mais en même temps, il y a autant de significations possibles qu'il y a de personnes qui l'emploient. Et il est difficile avec un tel terme d'échapper à des ambiguïtés. Responsabilité m'a semblé plus claire, surtout en m'adressant à des personnes qui sont chefs d'établissement, mais qui n'est pas responsable. Donc responsabilité, en principe, ça s'applique à tous les citoyens et à tous les acteurs professionnels. Mais évidemment, il s'agirait d'aller plus loin et de s'entendre sur responsabilité de quoi. Et bien entendu, quand on dit que l'on est responsable de quelque chose, on est toujours responsable de quelque chose devant quelqu'un. Un organisme, une personne, voilà. Et peut-être cette dialectique entre autonomie et responsabilité gagnera à être creusée tout au long de ces 2 journées. Pour mettre un peu de précision, sur la planète, on peut sommairement distinguer 4 types de pays. Récemment, j'en ai parlé à nouveau avec un expert, un très bon expert international là-dessus, pour savoir s'il était d'accord avec l'idée que je présente là. Il y a d'abord les pays où l'essentiel, avec des guillemets autour d'essentiel, bien entendu, relève d'un pouvoir central, du pouvoir central. Bon, j'ai mis des exemples, c'est le cas de la Grèce, c'est le cas des pays du Maghreb, c'est le cas de la France. Donc, nous connaissons bien. Et un pouvoir central, quels que soient les régimes. Disons, dans mon esprit, je remonte à Napoléon, on pourrait peut-être remonter plus loin, mais enfin, disons, il y a un pouvoir central. Ensuite, il y a les pays où l'essentiel relève de pouvoirs locaux. Alors, suivant les pays, ces pouvoirs sont des provinces. En Australie, c'est des provinces. Au Canada, ce sont des provinces. Ou des États, comme aux États-Unis. Ou de municipalités, comme en Finlande ou dans d'autres pays. Donc là, j'ai mis pour mémoire, c'est le cas un peu de l'Espagne, à des degrés. Il y a des degrés chaque fois. L'Allemagne, le Canada, la Finlande. Ensuite, il y a des pays où beaucoup, pas tout, mais beaucoup, relèvent de diverses communautés qui peuvent être des communautés ethniques, philosophiques, religieuses, géographiques. Alors on rencontre beaucoup de ce type de situation, notamment aux USA. Et puis il y a des pays qui mélangent tout ça, qui mélangent un peu toutes ces situations dans une logique essentiellement de quasi-marché. Et le cas le plus typique, c'est évidemment l'Angleterre, où le moindre Anglais ne sait pas la variété de ce qu'il a à sa disposition autour de lui. Il sait qu'il y a quelques établissements scolaires très différents, mais il ne sait pas bien la différence. Et en réalité, il n'a pas de vue de son secteur géographique, et a fortiori, il n'a pas de vue nationale. En Angleterre, il n'y a pas de système éducatif. Et puis, on pourrait dire la même chose un peu du Brésil et d'autres endroits. Donc, il y a des situations fondamentalement différentes. Et il y a des paradoxes. Par exemple, j'en cite un et un seul, mais qui m'a frappé récemment dans des échanges avec un chercheur qui me rapportait que selon les chefs d'établissement anglais avec lesquels il travaillait, il lui disait plus nos établissements sont autonomes et plus ils sont contrôlés. Et si on y réfléchit bien, notamment dans les pays qui fonctionnent dans des logiques de quasi-marché, il n'y a rien d'étonnant. Alors en France, la situation, je ne vais pas vous la décrire, vous la connaissez, mais on peut quand même se demander quelle est réellement la situation des établissements scolaires. Je parle surtout du second degré, mais on peut évoquer bien entendu le premier degré. Je n'aborde pas l'enseignement supérieur, qui est un tout autre monde. Pour les établissements scolaires, en gros en France, un peu moins de 5% sont des établissements privés hors contrat et 95% sont des établissements dans la sphère étatique, dont l'enseignement privé catholique, qui représente à peu près, c'est un ordre de grandeur, 20%, avec
ce que vous rajoutez et auquel vous tenez beaucoup, avec un caractère propre. C'est la situation française de nos établissements. Eh bien, la crise sanitaire, vous allez le voir, je vais le montrer, nous a obligés à porter sur un certain nombre de choses un regard un peu distancié qu'il eût été très utile de porter bien avant. Sur la planète, c'est pas propre à la France, il y avait des prémices qui s'annonçaient en novembre, décembre, mais qu'on n'a pas su lire de loin. Mais dès janvier, février, ça a été un choc mondial, brutal. Et en mars, eh bien, 1,5 milliard d'élèves se sont brutalement trouvés hors de l'école, c'est-à-dire à peu près 90% des élèves. Il y a eu une extension très rapide de cette crise, avec bien entendu des situations extrêmement variées. On peut dire que depuis 2 ans, chaque pays a imaginé à peu près toutes les réponses, mais ce qui différencie les pays entre eux, c'est la chronologie avec laquelle ils sont passés d'un confinement à un déconfinement, de la 3e à la 4e vague ou à la 5e, etc. Bon, voilà, c'est un peu ce qui différencie les pays, mais on peut dire que tous les pays ont à peu près tous tout connu. En France, évidemment, ça ne vous a pas échappé, puisque vous étiez en première ligne. Cette arrivée massive et soudaine était non préparée. Hier soir, en dînant avec certains d'entre vous, quelques-uns disaient « mais 3-4 jours avant, on savait, on aurait peut-être pu… » Bon, c'est comme ça, c'était non préparé. Ça nous a plongé brutalement dans l'enseignement à distance, avec un usage généralisé, là où c'était possible, du numérique. Vous vous doutez bien que dans certains pays, ça a été beaucoup plus difficile que dans les pays développés. Et puis un peu plus tard, je reviendrai là-dessus, a commencé à apparaître ce qu'on appelle désormais l'école hybride. Et tout cela, si vous vous plongez dans mon livre, je le récapitule en donnant les dates de façon très précise et les différentes interventions, ça a été une révélation d'un certain nombre de questions tabous. Alors, questions tabous, c'était le sujet de mon précédent livre. Je ne vais pas revenir sur les questions tabous du système éducatif français. Il y en a trop, elles sont trop nombreuses. Mais je vais quand même faire quelques allusions. Ce qui s'est passé pendant les premiers mois, si vous y réfléchissez bien, les acteurs et les établissements se sont brutalement retrouvés dans une totale autonomie. Une totale autonomie. Il n'y a plus de circulaire. Plus du tout. On peut se demander qu'ont fait alors les établissements scolaires, et puis 2 ans après, où en sont-ils? Et demain, après avoir goûté à différentes formes d'autonomie, quelles sont les leçons que vous avez envie d'en tirer et qu'est-ce que vous aimeriez pouvoir faire? Je vais revenir un instant sur le premier confinement, parce qu'il a été extrêmement instructif. Il a, en France, je dis ailleurs aussi, pas de la même façon, mais en France, il a posé immédiatement de multiples problèmes. D'abord des problèmes technologiques. Alors on avait l'outil national, le CNED, et puis au niveau des établissements, les ONT. Et du jour au lendemain, les flux ont été multipliés par 100 et encore plus par la suite. Il n'y a pas besoin d'être un informaticien de métier pour savoir qu'il n'y avait aucune raison que ça résiste. Aucune raison que ça résiste. À peu près partout, il y a immédiatement eu des problèmes techniques considérables. Et puis les techniciens ont fait le job. Ils ont multiplié la puissance. Avec un autre effet pervers qu'on n'avait pas vu venir, c'est que dans les établissements scolaires français qui disposaient d'ENT depuis longtemps parfois,
Ces ONT étaient souvent utilisés pour des questions de vie scolaire et d'administration, éventuellement également pour la documentation. Mais pas du tout pour la pédagogie, ou pratiquement pas pour la pédagogie. Or, avec la crise, d'un seul coup, c'est l'usage pédagogique qui est devenu premier et qui n'avait pas été préparé ni par les élèves, ni par les profs, ni par les familles, par personne. Ensuite, les équipements des familles étaient très disparates. Les uns avaient des smartphones, beaucoup de smartphones, des tablettes, des ordinateurs. Et contrairement à des discours ambiants qu'on entendait, « Oh, les ordinateurs portables, on n'en a plus besoin. Aujourd'hui, une tablette, ça suffit bien. » ou « Un téléphone portable, ça remplace tout ça, etc. » Là, pour un usage professionnel et permanent, a été découvert qu'il n'était pas du tout équivalent. Pas du tout équivalent. Et qu'il ne suffisait pas d'en avoir un, il fallait en avoir au moins 2 et si possible en avoir 3. D'ailleurs, quand vous prenez des TGV ou dans les trains, regardez bien les gens autour de vous. En général, ils travaillent au moins avec 2 outils. La plupart du temps, dans les trains, c'est extrêmement frappant. Dans les familles, il y avait parfois pas du tout d'ordinateur. Dans d'autres, il y avait un ordinateur, mais il n'y avait pas d'imprimante. Et puis, il fallait partager entre les enfants ces ordinateurs, et puis avec les parents quand ils travaillaient à domicile, avec un très grand nombre de problèmes de connexion à Internet. Moi, je suis dans une région, l'Auvergne, où les zones blanches, on connaît bien. C'est quand on n'est pas dans une zone blanche qu'on est content. Donc, on a découvert aussi que tout ça, ça supposait que l'accès à Internet soit de qualité, ce qui n'était pas du tout à cette époque. Je ne suis pas sûr qu'il ait bien changé depuis. Puis on a découvert aussi ce que les chercheurs appellent depuis l'électronisme, à savoir qu'un certain nombre de personnes ont et utilisent des outils numériques, mais que les compétences et les connaissances sont en réalité relativement limitées. Alors, le plus surprenant, ça a été en réalité une implication très inégale des enseignants. Toujours hier soir à table, quelqu'un parlait d'un enseignant qui avait disparu pendant 3 mois, etc. Vous avez tous connu ça. Dès le début, j'ai fait des chroniques sur ce que j'ai appelé les enseignants perdus. Ils étaient perdus, on ne les avait pas encore retrouvés. Donc c'est intéressant qu'on s'interroge sur ces enseignants perdus. Que faisaient-ils ? Autour de moi, la technostructure avait une réponse, c'était « chut, il ne faut pas en parler ». Bon, j'en ai quand même parlé. Et j'ai distingué 3 catégories d'enseignants, c'est tout à fait empirique ce que je suis en train de dire. Une première catégorie qui a été évoquée tout à l'heure, que j'ai appelée les statucologues, ceux qui vivent à la circulaire, qui ne rêvent que de circulaires, qui appliquent des circulaires, et qui, là, ont assuré un service minimal, ils ont fait un service, mais minimal, en tenant un discours qui m'a scandalisé quand ils disaient « on ne peut pas apprendre à la maison ». Alors ça, pour moi, c'était vraiment un scandale de scandale. Donc c'était les statucologues, à peu près un quart de la population enseignante. Ensuite, il y avait un autre quart que vous avez tous découvert à ce moment-là, on ne les connaissait pas, que j'ai appelé des innovateurs engagés, qui étaient de véritables vedettes qu'on a trouvées sur les réseaux sociaux et qui travaillaient nuit et jour, les week-ends, etc., et qui proposaient des activités, y compris pour les jeunes enfants, pas simplement pour les fins de maternelle, mais y compris pour le début de maternelle. Donc, il y avait des séquences, après c'était sur YouTube, etc., extrêmement intéressantes, à peu près un quart, parce que ces innovateurs engagés qui sont dans leurs établissements, à la salle des profs, en permanence brimés par les statucologues, là, ils étaient libres, ils étaient autonomes, ils pouvaient y aller, et ils y sont allés. Et puis il y a ce que j'appelle le ventre mou, disons une grosse moitié des enseignants qui ont assuré ce qu'on peut dire la résilience du système éducatif. C'est curieux, malgré ces abominables conditions,
il n'y a pratiquement pas de système éducatif qui se soit totalement effondré. Les systèmes éducatifs ont fait preuve d'une certaine résilience et bon, je crois qu'elle tient en grande partie à ce ventre mou. Alors après, on a oublié toutes ces époques. Ça a été suivi par ce que j'appelle des catastrophiques périodes de déconfinement. Avant l'été, il y en a eu 3. Hier soir, quelqu'un ne se rappelait plus les 3, mais j'ai bien mis les dates dans mon bouquin. Il y a tout. Donc, je me porte garant du chiffre que j'annonce. Donc, il y a eu successivement 3 phases de déconfinement différentes, très courtes. Et je n'évoque pas les fois où ça s'est terminé par une décision du Premier ministre qui concernait les 2 jours qui suivaient. Donc ça on est presque sur l'anecdotique. Mais ces 3 vagues, vous les avez vécues en temps réel, elles ont provoqué beaucoup de tensions et beaucoup de fatigue, beaucoup de lassitude. Après, ça a été suivi par les fameuses vacances apprenantes qui concernaient 1 million d'élèves. 1 million d'élèves, il faut voir quand même ramener à 12 millions et demi. Mais ça concernait quand même 1 million d'élèves. Et cette année, ça a été la grande année des devoirs de vacances, puisqu'on en a vendu 4 millions d'exemplaires de cahiers de devoirs de vacances. Pas mal pour les éditeurs. Voilà. Alors après, il y a eu la soi-disant première rentrée normale en septembre 2020, et puis le nouveau confinement en novembre-décembre, etc., avec un changement. On a inventé le bimestre, pratiquement tous les 2 mois. C'était plus le trimestre qui comptait, on n'en parlait plus, c'était pratiquement le bimestre, voire un peu moins. Et ces changements ont brutalement demandé de la souplesse, de la flexibilité et de la responsabilité à tous. Souplesse et flexibilité, entre nous, qui ne sont pas les qualités premières du système éducatif français, ou alors ça m'a échappé. Donc ça demandait cela. Dans mon livre, je montre qu'il y a une vingtaine de périodes déjà successives, je ne vais pas revenir là-dessus, et on ne sait pas combien viendront. C'est-à-dire on espère tous, aux dernières informations, donc, que les choses sont peut-être sont probablement en train de s'améliorer pour la vague actuelle, mais en même temps, rien ne dit qu'il n'y en aura pas d'autres derrière et que nous devons nous préparer à toutes les situations. Dans cette période aussi, il y a eu une grande nouveauté, c'est le rôle des parents, puisque pendant la période de confinement, c'est eux qui avaient les manettes, eux et eux seuls, bien entendu en partenariat avec les enseignants, s'ils le voulaient, s'ils le pouvaient. Et puis ensuite, pendant les 3 périodes de déconfinement que j'ai dit, c'était les parents qui choisissaient s'ils envoyaient ou pas les enfants, suivant les modalités proposées, etc. Donc les parents ont eu un rôle nouveau, inhabituel, extrêmement important. Et pour faire écho à une expression de mes collègues québécois, ils n'étaient plus sur le paillasson en France. En France, les parents d'élèves sont sur le paillasson. Mais là, d'un seul coup, c'était plus le cas. Mais aujourd'hui, où en sommes-nous? Et je crois qu'il faut faire très attention parce que les démons sont de retour. Donc l'école hybride est née à ce moment-là, officiellement dans un discours du ministre du mois d'août 2020. Ça a été repris après par les différentes organisations syndicales. Et ça induit, cette école hybride, ça induit un rôle nouveau pour les acteurs et un rôle nouveau pour les établissements et bien entendu les chefs d'établissement. Parce que qui dit école hybride dit la nécessité de faire un nouveau type d'ingénierie pédagogique pour penser les articulations. Les articulations dans les systèmes sont toujours leur point faible, y compris dans le système pédagogique. Et entre nous, vous l'avez bien remarqué, cette fameuse continuité pédagogique, jusqu'à présent, n'est qu'un slogan. Il y a un autre point commun de tout ce qui s'est passé. À chaque étape a été toujours l'objet d'une non-préparation, absence de préparation pédagogique. Il y a eu, si j'ose dire, une décentralisation de la non-préparation. Et je ne fais pas référence
seulement au petit incident qui vient de se passer dans ces dernières heures. Voilà. Alors, les compétences des enseignants, elles sont moindres que ce qu'on croyait. L'OCDE l'avait remarqué. Mais bon, aujourd'hui, c'est sans doute en train de changer. Et puis, l'enseignant qui était supposé enseigner, il a découvert la nécessité d'accompagner les élèves, bien sûr, et puis, entre enseignants, de pratiquer différentes formes d'accompagnement. Et pour vous, chef d'établissement, c'est un nouveau rôle qui s'annonce. Alors, l'école de demain, elle aura intérêt, après toutes ces expérimentations sauvages depuis 2 ans, de pratiquer des retours d'expérience au niveau horizontal. C'est à votre niveau, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, c'est à votre niveau que l'école doit bouger, et en particulier s'interroger sur ce qui gagne à être fait en présentiel et ce qui gagne à être fait à distance. De toute façon, même si le présentiel redevient largement majoritaire, il restera toujours de l'enseignement à distance et il sera plutôt en augmentation. Alors pour les enseignants, c'est un changement de métier, pour les chefs d'établissement aussi. Alors j'ai tiré 10 leçons de la crise, je vous la donne en termes de mots-clés. Retour d'expérience. Il y a eu des alliances parents-élèves ou enseignants-enseignants, ou des alliances parents-enseignants. Eh bien, ça serait bien plutôt de les renforcer. L'uniformité temporelle du système éducatif français a volé en éclats, en particulier pendant les 3 premières phases de déconfinement. Alors maintenant, on va vers quoi? Personne ne le dit, parce que personne n'est capable de le dire. Il y a eu une rupture de l'uniformité territoriale, vous le savez bien, on pourrait donner plein d'exemples. Ensuite, le rôle des parents que j'ai évoqué tout à l'heure. Et puis, on est désormais face à des besoins pédagogiques beaucoup plus individualisés, notamment en termes d'accompagnement. Enfin, je crois que la réflexion sur les systèmes hybrides est à faire, parce que c'est pas... On n'a rien dit quand on a parlé de systèmes hybrides. On en a expérimenté au moins 3, mais il y en aurait d'autres. Et donc, il faut bien voir qu'est-ce qui pourrait être fait et tirer la leçon de ce que l'on peut faire. Enfin, il y a une question tout à fait fondamentale en termes d'évaluation. Les statucologues disent qu'on n'apprend pas en dehors de l'école, mais si, on peut apprendre en dehors de l'école. D'ailleurs, la preuve, vous êtes en dehors de l'école et ici, vous apprenez. Donc, on peut apprendre en tout lieu et en toutes circonstances, à condition qu'on cherche à apprendre. Mais, qu'apprend-on à distance? Et donc, pendant cette période-là, d'ailleurs, certains enseignants disent qu'ils ont découvert des élèves en difficulté qui, à distance, ne l'étaient plus, alors qu'évidemment, d'autres élèves qui travaillaient très bien en classe étaient très mal à l'aise à distance. Donc là, il y a une question tout à fait fondamentale. Et enfin, si vous êtes là, c'est parce que vous y réfléchissez, c'est l'avenir de votre métier. Alors c'est un long chantier, et je crois sincèrement, mais parce que j'aime les challenges, je crois sincèrement que le plus dur est devant nous. Et je pense que dans quelques années, quand vous repenserez à tout cela, vous direz, la crise, quelle chance ça a été. En attendant ce moment-là, je vous souhaite bon courage, je vous dis merci. Et demain, mon ami Jean-Marie de Quetel ira un peu dans le même sens en vous développant des idées complémentaires. Merci beaucoup Alain Bouget pour cet exposé riche en enseignement. Je vous propose de me rejoindre pour un temps d'échange avec la salle. Je vous rappelle que vous pouvez nous adresser vos questions via Twitter avec le hashtag SNEL 2022 ou bien en envoyant vos SMS au 07 49 12 69 29. Alors c'est Caroline Isoard qui se prête au jeu des questions et des réponses, en tous les cas qui va nous lire une première question de la salle. Je vous écoute, Caroline. Alors, j'ai une première question qui est en lien avec la dernière partie de votre intervention. Notre système éducatif a tenu, car nous avons, ainsi qu'une partie de nos enseignants, ajouté souplesse et
stabilité à un système très rigide. Comment maintenant pérenniser et généraliser cette posture des enseignants? Comment faire? Non, c'est la question que je nous pose à nous tous. Elle n'a rien de naturel. La simplicité, c'est de dire ce qui était avant était très bien. Donc donnons-nous comme objectif de très très vite retomber dans les pratiques anciennes qui n'étaient pas si mauvaises que ça, etc. Donc le risque de voir un nombre non négligeable d'équipes ou d'enseignants vouloir retomber dans ce qui avait marché dans la deuxième moitié du XXe siècle et un peu au tout début du XXIe, mais je suis très sceptique là-dessus. Vous ne l'avez pas dit, mais pour moi c'est très important. Après avoir été recteur à Clermont, j'ai été pendant 6 ans membre du Haut Conseil de l'éducation, donc chargé de l'évaluation du système. Et après, pendant à peu près la même longueur, j'ai été membre d'une commission parlementaire chargée d'évaluer le suivi de la loi de refondation. Donc pendant une douzaine d'années, j'ai été dans ceux qui procédaient à une radioscopie du système éducatif. Voilà, donc c'est un peu à partir de cela qu'ensuite je me suis permis de signaler à la fois les questions taboues de ce système qui le bloquent complètement. En France, elles sont extrêmement nombreuses, extrêmement bloquantes. Et puis les difficultés auxquelles nous sommes déjà confrontés et qu'il serait bon que l'on relève. Ce n'est pas la peine qu'on attende encore 10 nouvelles éditions de PISA. Voilà, PISA a rendu un grand service, mais justement, tenons compte des leçons. On aura l'occasion de reparler évidemment de PISA, notamment demain. Vous le disiez tout à l'heure, parmi les 10 points, il y a le retour d'expérience. Vous avez expliqué qu'il finalement il y avait une autonomie par défaut qui s'était instituée, notamment durant les premiers mois où on a arrêté l'inflation, on a coupé le robinet à circulaire. Est-ce que finalement les acteurs de terrain ont appris l'autonomie à la faveur de cette crise? Je ne sais pas ce qu'ils ont appris pour l'instant. Je n'ai pas le recul. Tous les échos qui me parviennent sont des échos extrêmement disparates. Ce qui est vrai dans tel établissement, dans tel autre à 500 mètres est faux, est différent. Donc, en réalité, pour l'instant, moi, je ne sais pas si les gens ont plus de recul, mais je n'ai pas de recul là-dessus. Ce que je remarque, si vous voulez, c'est que le retour d'expérience, ce que dans beaucoup de domaines on appelle le retex, c'est un mot qui a une signification précise et qui est employé dans beaucoup de professions, c'est ce qui fait quand même la réussite du secteur médical. Le secteur médical est un secteur qui pratique en permanence le retex. Nous, jamais. Le système scolaire, jamais. J'ai évoqué tout à l'heure la Finlande. On est tellement marqué par nos schémas, avec école centralisée, pouvoir politique. S'il n'est pas central, il est local, mais enfin, etc. Bon. Je connais un nombre considérable d'experts français qui sont allés visiter les établissements scolaires en Finlande sans s'apercevoir que ce qui leur sert à avoir les résultats performants que l'on sait, c'est qu'ils pratiquent en permanence, c'est leur seconde culture, le retex, retour d'expérience. Bon, j'espère que voilà, c'est une occasion de faire passer ce message auprès de chefs d'établissement qui, j'en suis sûr, eux-mêmes pratiquent aussi, mais peut-être pourrait-on le faire davantage. Alors on va avoir une deuxième question qui nous est lue par Sandrine Bathilde. Pour bouger notre système éducatif, doit-on attaquer tous les côtés de la montagne éducation à la fois ou doit-on définir une priorité? Si oui, quelle serait, selon vous, cette priorité? Je ne crois pas à la priorité. J'ai connu, je ne les ai pas comptés, mais depuis que je suis impliqué dans le système éducatif, on va dire depuis 50 ans, j'ai collaboré de près ou de loin avec un très grand nombre de ministres. Tout ministre qui a affiché une priorité, un, n'est pas arrivé complètement à l'assumer, et deux, n'est pas arrivé à faire autre chose. Donc, en termes de méthode,
pour un système qui implique 12 millions et demi d'élèves, 60 000 établissements scolaires, etc., c'est certainement pas une bonne méthode. Alors je ne suis pas là ni un défenseur, ni un fort partisan de Jean-Michel Blanquer, mais l'intérêt dans ce qu'il a fait en 5 ans, à mes yeux, c'est qu'il a touché à tout. J'ai soigneusement conservé des traces de toutes ces décisions prises, depuis les plus micros aux plus macros. Et ce qui est spectaculaire, c'est que, je dirais, par semaine, il y avait 4, 5, 6, 7 décisions qui étaient prises, touchant à peu près tout. En termes de méthode, personnellement, en termes de méthode, je suis plutôt favorable à celle-ci. Je ne garantis pas qu'elle marche. Alors, effectivement, ça, on verra avec la prochaine étude PISA ou la suivante, que sais-je. Il a touché à tout sauf au collège, mais quand on lui demande en aparté si d'aventure il avait comme punition de rempiler pour un nouveau mandat, il dit qu'il toucherait au collège. Voilà. Il faut s'attendre peut-être à ça avec une éventuelle reconduction de la majorité en place. Une dernière question qui nous est adressée par la salle et qui nous est lue par Caroline Isoard. Le chèque éducatif ou éducation serait-il une solution, puisque l'État financerait alors l'éducation plutôt que les écoles? Est-ce que vous avez un avis sur cette question? Chèque éducation qui serait inspiré un peu de l'expérience britannique, si je ne m'abuse. Non, je n'ai pas d'avis sur cette question. Je ne suis pas sûr que c'est une importance considérable. Alors, ça a sans doute une importance, j'imagine, en termes de financement des établissements privés. Puisque vous avez répondu très brièvement, de manière très concise, on va pouvoir prendre une dernière question, cette fois-ci. Pour transformer l'école, l'urgence ne commence-t-elle pas par dégraisser le mammouth? Alors, ça, c'est une... Ça n'a pas trop servi à un ancien ministre de dire ça, mais oui, alors, entre nous. Il faut rendre à César ce qui lui appartient. Cette expression, c'est une expression de Bernard Tout-le-Monde. C'est Bernard Tout-le-Monde qui l'avait employée, et quand Allègre est devenu ministre, il lui l'a soufflé dans le creux de l'oreille, et Claude Allègre l'a employé à son tour. Dans l'esprit de Claude Allègre à l'époque, il pensait principalement à dégraisser l'administration centrale. Je crois qu'à l'époque de Claude Allègre, il devait y avoir 17 directions au ministère, quelque chose comme ça. Bon, aujourd'hui, il y en a une. Il y a la DGESCO, quoi. Enfin, le dégraissage de l'administration centrale s'est fait. Il y a 4000 personnes au niveau central. Mais il y a aussi beaucoup de mini-mammouths avec les rectorats, avec les inspections académiques, etc. Donc la partie purement administrative du système peut certainement être encore allégée. J'ai l'impression que depuis Claude Allègre, la plupart des ministres ont tenté de le faire les uns après les autres. Ensuite, s'il s'agit du nombre d'enseignants, qui sont les plus nombreux, bien entendu, sauf erreur de ma part, je n'ai jamais vu aucun candidat à aucune élection majeure demander que l'on diminue le nombre des enseignants. Je n'ai vu aucun candidat ou ministre ou responsable formuler une telle demande. Alors, suivant les périodes, le nombre des enseignants a un peu varié, mais quand vous êtes sur des nombres de l'ordre pour le public de 850 000, si une année, il y en a 5 000 de moins, ça passe inaperçu, et si l'année après, il y en a 5 000 de plus, ça passe inaperçu, vous restez autour des 850 000. Quoi. En 2 mots, est-ce que ça pourrait être intéressant d'avoir un peu moins d'enseignants, et je sens que ça va faire hurler les chefs d'établissement, qui n'en peuvent plus, qui s'éreintent à chercher des professeurs remplaçants, un peu moins d'enseignants, mais qui seraient un peu mieux payés. C'est quand même un peu ce qu'avait voulu faire Nicolas Sarkozy à l'époque. Alors là, je vais être à mon tour sur un sujet un peu provocateur. Pour moi, la question importante, c'est quel est le temps de travail annuel d'un enseignant français ? Alors, vous ferez le calcul.
Ensuite, si on veut comparer avec, je dis bien le temps de travail, tout compris. Donc vous plaidez pour une annualisation du temps de travail. Donc je plaide effectivement pour une annualisation qui permettrait alors de voir jusqu'à quel point les enseignants français sont moins bien ou mieux payés que les enseignants étrangers. Mais tant qu'on n'a pas fait ce calcul en termes annuels, bon, et ce qui me semble le plus urgent, bien entendu, c'est de travailler sur le temps dont les chefs d'établissement disposent sur les enseignants qui sont présents. À l'heure actuelle, les marges de manœuvre sont très faibles, elles sont très réduites et les statuts sont extrêmement bloquants. Voilà. Donc c'est là, personnellement, c'est là-dessus où je me mettrais. Et je crois que si le mandat de Blanquer s'était mieux passé, s'il n'y avait pas eu la crise, c'était un peu quand il a lancé les États généraux, c'est ça qu'il avait en tête. Le cap qu'il souhaitait tenir, évidemment. On m'indique qu'il y a une dernière question que nous allons donc prendre et je vous demanderai d'y répondre de façon assez concise pour qu'on puisse enchaîner avec notre prochain intervenant. Je vous écoute. Alors, qu'apprend-on réellement en distance? Pour moi, l'essentiel est là. Et quelle piste pour déterminer les critères de ce nouvel apprentissage? Qu'est-ce qui doit se faire à l'école? Qu'est-ce qui peut se faire depuis la maison? Alors, ce que je vais vous dire ne va pas vous convaincre parce que je vais parler là un instant de l'enseignement supérieur. Mais depuis à peu près 15 ans, je fais de l'enseignement à distance avec un certain nombre d'étudiants dans différentes universités de différents pays. Je n'ai pas l'impression qu'ils n'apprennent pas. Quand arrive le moment, par exemple, dans des masters, où ils commencent à proposer le projet de mémoire, etc., pour qu'on le relise, etc., on voit bien qu'ils ont travaillé, qu'ils ont appris. Et j'avoue que, à mes yeux, les différences entre ce qu'ils apprennent à distance et ce qu'ils apprennent en présentiel, à mes yeux, ne me semblent pas spectaculaires. Je me trompe peut-être. Bien, merci à vous, Alain Bouvier. Merci beaucoup. Je rappelle que nous vous retrouverons tout à l'heure à la faveur d'une table ronde.